Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en vidéo de Tennis Break News. On va passer 45 minutes environ ensemble, un petit peu plus si besoin, parce que quand on aime et quand on aime le tennis, on ne compte pas, même si on a des invités qui sont assez pris pour différentes raisons. Ils sont au nombre de 2. On va avoir une belle émission aujourd'hui. J'espère qu'ensemble, nous allons apprendre beaucoup de choses et nous allons jouer également ensemble tout à l'heure. Je vais saluer pour commencer, Jean-Michel Pécry, vous êtes notamment préparateur mental et surtout l'entraîneur d'Eliott Benchetrit. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai un peu une double casquette puisque je m'occupe d'un joueur de tennis depuis longtemps, Eliott Benchetrit. C'est un joueur que j'ai rencontré et avec qui on a commencé à travailler ensemble à l'âge de 16 ans. Il en a 22 aujourd'hui, donc ça fait un petit moment qu'on bosse ensemble. J'ai aussi une deuxième casquette où je suis préparateur mental. Je bosse avec des joueurs, alors pas que avec des joueurs de tennis, aussi avec des personnes qui font d'autres sports et aussi des personnes qui, on appelle ça du coaching de vie, qui sont pas spécialement des sportifs. Et j'aime bien un peu, j'adore la compétition, donc c'est pour ça que je me suis orienté vers la préparation mentale aussi, parce que la compétition, c'est gérer ses émotions. Mais j'avoue que j'aime bien passer d'un sujet à l'autre, j'aime bien passer du tennis au golf, j'aime bien être au cœur de préparer un match, de le vivre, et puis aussi par moment d'avoir une position un peu différente pour pouvoir observer des joueurs dans leur quotidien, dans leur univers différent. Et j'aime pas faire qu'une chose. Voilà. Bah, ça tombe bien, vous avez beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de questions aussi à vous poser. Et vous parliez de golf, je sais que notre deuxième invité en est féru, puisque en plus d'être un champion de tennis, c'est aussi un très très bon joueur de golf. Bonjour Stéphane Houdet. Bonjour à tous. On va quand même dire un ancien joueur de golf ou un Oh, ancien très bon joueur de golf. c'est comme la bicyclette, ce genre de choses, ça s'oublie jamais. Je ne suis pas sûr que je serais très fier aujourd'hui de mon score. Stéphane Houdet, pour ceux qui ne vous connaissent pas, bon, c'est impossible. Si vous êtes sur Tennis Break News, vous connaissez forcément Stéphane Houdet. C'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur, peut-être de l'histoire du tennis fauteuil. Plus de 100 tournois remportés, de multiples tournois du Grand Chelem, plusieurs médailles paralympiques également qui doivent, j'imagine, trôner au-dessus de la cheminée. Et là aussi, du coup, avec vous, on a beaucoup de questions à vous poser pour en savoir un petit peu plus. Vous me faites nom de la tête. Oui, je fais nom de la tête car elle ne trône pas au-dessus de la cheminée. Ah, Il se trouve que je les ai offertes au musée Roland-Garros. d'accord. Donc, on attend l'ouverture. Je pense que ce sera une place qui sera certainement plus partagée que juste ma cheminée tout seul dans mon coin. Bon, en tout cas, vous les avez eus autour du cou et vous les avez eus entre les mains et vous les avez gagnés sur le court. Et ça, c'est le plus important. Le programme de cette journée, on va parler évidemment dans un instant de l'actualité qui est riche, avec évidemment ce qui s'est passé du côté de l'Adria Tour en Serbie et en Croatie. Et puis, on parlera de la préparation mentale, du coup, avec Jean-Michel, du tennis fauteuil et de votre carrière avec vous, Stéphane Houdet. Et puis, le jeu également, tout à l'heure, le quiz qui vous opposera nos lecteurs et ceux qui vont nous regarder, qui vont regarder l'émission, pourront soit choisir la team Jean-Michel, soit la team Stéphane. Il y aura un quiz pour vous départager. Et notre partenaire tennispro.fr offrira pour le gagnant un pack aide avec un cordage et une casquette, et pour le perdant, parce qu'il n'y a jamais de perdant avec nous, un pack Lacoste avec une gourde et un porte-clés. On va tout de suite passer à l'actualité récente du tennis. L'actualité tennis, évidemment, de cette semaine et au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes jeudi après-midi, le jeudi 25 juin. C'est évidemment ce qui s'est passé à l'Adria Tour avec plusieurs cas de Covid qui touchent notamment le numéro 1 mondial Novak Djokovic, Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki. Il y a eu beaucoup de sons de cloche. Évidemment, Djokovic qui s'est excusé. Dominic Thiem, c'est la réaction la plus récente ce matin, qui s'est excusé lui aussi d'y être allé, d'avoir en quelque sorte cautionné cette Adria Tour qui s'est disputée d'abord à Belgrade en Serbie et puis ensuite à Zadar en Croatie. Jean-Michel, pour vous, vous êtes l'entraîneur d'Eliott Benchetrit. Évidemment, le clan Djokovic se défend un petit peu, d'autres tapent sur Djokovic. Est-ce qu'il y a un juste milieu à trouver? Est-ce que, par exemple, cette Adria Tour aurait dû avoir lieu? Ou est-ce que c'est Alors, facile de parler a posteriori? bon, je pense que c'est toujours facile de parler après. Je pense que les joueurs sont les premiers désolés. Je les ai trouvés très responsables une fois qu'ils ont été testés positifs. Ils l'ont pas cherché à le cacher. Ils ont été responsables, je trouve, dans leur démarche.
La question, c'était, c'est un petit peu flou en ce moment sur quels sont les tournois, comment ça va se passer, est-ce que l'US Open, est-ce que pas l'US Open, quels sont les tournois. Et je pense qu'il y a une vraie envie de la plupart des joueurs de reprendre une activité, de jouer, de se préparer. C'était un peu le but de ce tour-là. Moi, avec Elliot, on a participé à l'UTS de Mouratoglou. Je pense que peut-être que dans cette exhibition de matchs où on peut peut-être être un peu critique, c'est peut-être un peu sur le respect des gestes barrières. C'est peut-être plus de ce côté-là que vraiment l'organisation de cette exhibition-là. Je pense que les joueurs sont les premiers désolés et j'espère qu'il n'y aura pas de fin tragique. Je peux pas dire c'est pas bien ce qu'a fait Djokovic parce que avant d'organiser cette exhibition-là, il y avait très peu de cas dans cette. Je crois que si on parlait de 200 cas où c'était un pays très peu touché, il me semble. C'est peut-être. Alors, il y a eu dans les pays des Balkans, il y a eu un petit peu moins de 1000 morts sur une population autour de 22-23 millions d'habitants dans cette région-là. C'est là-dessus que Djokovic s'était appuyé pour quand on l'avait attaqué entre guillemets avant le début du tournoi ou pendant. Pour expliquer pourquoi les gens n'avaient pas de masque, pourquoi il n'y avait pas de distanciation sociale. Il a expliqué que c'était parce que cette partie du monde était, heureusement pour eux, moins touchée. C'était l'explication. Oui, je pense qu'ils ont quand même essayé d'organiser les choses correctement. Maintenant, on se rend bien compte que ça a loupé ce truc. Et il va y avoir des incidences pour les prochains tournois. Il va y avoir aussi des incidences sur les décisions qui vont être prises sur l'organisation des tournois. Donc, c'est un gros loupé, je pense. Les joueurs, en plus, sont touchés. Là, les familles des joueurs et toutes les personnes dans le public, on peut se poser la question aussi. Donc, c'est un gros loupé. Maintenant, est-ce qu'il faut dire c'est ta faute à toi? Je ne sais pas. Je sais pas Djokovic qui a pris la décision de choisir le nombre de personnes. C'est aussi, j'imagine, il s'est appuyé sur des personnes responsables pour faire ça. Je ne peux pas imaginer qu'il ait pris cette décision. Je prends 2000 personnes comme ça dans le public. Et puis, je pense que c'est un petit peu pareil. J'ai eu un peu le même sentiment, c'est quand on a recommencé à être déconfiné. Au début, on était très prudent dans ce que l'on faisait, et puis finalement, la vie reprend un peu son cours. On fait un peu moins gaffe, on recommence à serrer la main, on recommence Et c'est exactement ce qui s'est passé là-bas, je pense. Tout simplement, c'est qu'ils ont un peu oublié ce virus-là. Et ils ont été rattrapés par ça. Alors, nous, on voit ça ou peut-être certaines personnes voient ça qui sont encore confinées et se disent, mais c'est incroyable. Mais finalement, on fait un petit peu aussi aujourd'hui la même chose, nous en France, de se dire, tiens, les compétitions vont peut-être reprendre au mois de juillet, dans quelles conditions? Peut-être une fois que tu fais un ou deux tournois, peut-être que le troisième, est-ce que tu es encore aussi vigilant que le premier? Je pense que c'est aussi des gestes qui ne sont pas pour nous naturels, ces distances, ces masques, on a l'habitude de se toucher, d'avoir des contacts entre nous, et c'est surtout ça, je pense, ces habitudes-là qui sont revenues. Donc, c'est un gros loupé cette exhibition-là, et ça va avoir des répercussions, je pense, dans le monde du tennis, dans l'organisation et dans les prochaines discussions d'organisation de tournois. Stéphane Houdet, votre regard à vous, est-ce que c'était sérieux d'organiser cette exhibition? Comme disait Jean-Michel, c'est toujours facile de refaire le match. Après, j'ai été vétérinaire, mais mes études d'épidémiologiste commencent à dater. C'est sûr qu'un virus dans l'air comme ça, il y a un risque. Ça montre aussi qu'on n'est pas vacciné, c'est le terme quand on parle de Djoko, contre tout. Ça peut arriver, nous ne sommes pas des surhommes. Et du coup, c'est peut-être un rappel aux règles que Jean-Michel vient d'évoquer, de distanciation, de savoir comment on va se retrouver sur un court de tennis. C'est vrai que les premières productions de la Fédération française, quand ils ouvrent à nouveau le tennis, où on ne peut pas servir avec les mêmes balles, où les entraîneurs sont avec un masque, ça nous paraît incroyable, mais en même temps, il va falloir qu'on trouve un juste milieu. C'est toujours une question de mesure et d'adaptation. Après, est-ce que c'est pas judicieux aussi d'être positif à la Covid aujourd'hui pour mieux préparer l'US Open dans quelques jours? On a vu que certains pouvaient l'avoir et l'attraper encore de nouveau. A priori, l'avoir eu une fois n'était pas forcément un gage de sécurité pour l'avenir. Ouais, mais il y aura quand même un peu d'anticorps. C'est pas faux. Justement, question pour tous les deux. Alors, pour Stéphane, vu que vous avez la parole, est-ce que en tennis fauteuil, et puis je poserai ensuite la question à Jean-Michel, est-ce que
depuis l'Adria Tour ou depuis l'annonce de reprise des compétitions, est-ce que vous avez eu vent de protocoles, de nouveaux protocoles, de conseils justement à suivre aux entraînements, mais peut-être aussi surtout lorsque vos tournois, à vous Stéphane et pour Elliot, vont reprendre? Est-ce qu'il y aura des précautions, d'autres précautions particulières à prendre? Stéphane, je vous donne la parole en premier. Oh bah là, je pense que c'est un excellent rappel aux mesures qui ont été préconisées en amont et comme le disait Jean-Michel, pour lesquelles après le premier entraînement, deuxième entraînement, troisième entraînement, chasser le naturel, il revient au galop. C'est un bon rappel. Donc, je ne pense pas qu'on fasse plus que ce qu'on a proposé aujourd'hui, mais en tout cas, on va s'y tenir et tout le monde sera plus prudent. Jean-Michel, de votre côté, avec Elliot Benchetrit? Alors, moi, je peux peut-être parler un peu de l'UTS. Tu sais, je l'ai vécu en C'était tant que… prévu, mais on peut en parler Ouais. maintenant, bien sûr. Non, bien sûr. mais tu vois, c'est parce que finalement, quand on a commencé les premières étapes de l'UTS, c'était vachement strict. Tu sais, il y avait des endroits où tu avais le droit de te mettre avec une distance où le coach se mettait, tout ça. Et c'est vrai qu'on a commencé ça. Ils ont super bien travaillé chez Mouratoglou. Je ne travaille pas pour Mouratoglou, mais ils ont bien bossé. Franchement, ils étaient au sommet avec, ils testaient à l'entrée. Ils faisaient beaucoup de choses, des gestes barrières, c'est tout. Et au fur et à mesure du temps, c'est vrai que on a tous un petit peu dépassé les règles, changé un peu les règles pour revenir. Maintenant, je pense qu'avec ce qui vient d'arriver, tout le monde est beaucoup plus vigilant et je pense qu'il faut l'être parce que on se rend compte que ça vient plus vite, ça peut revenir plus vite qu'on le pense. Donc c'est vraiment, je pense, si les joueurs et qu'il n'y a pas trop de cas, si les joueurs peuvent rester vigilants, l'entourage des joueurs aussi et aussi les protocoles des tournois de rester un peu stricts. Voilà, maintenant c'est sûr que c'est pas évident de trouver le protocole parfait qui permet à la fois de jouer dans des bonnes conditions et à la fois de pas se mettre en danger. Je pense que l'équilibre, il est vachement dur à trouver. Alors, l'actualité du coup du Covid, c'est lié aussi évidemment avec l'avenir du calendrier, notamment l'US Open. Stéphane Houdet, vous en avez été principalement touché à la base parce que au départ, l'US Open avait annoncé des réglementations très strictes et notamment avait retiré le tournoi de tennis fauteuil, l'a rétabli ensuite. Vous, lorsque vous apprenez qu'il n'y aura pas d'US Open en tennis fauteuil, quelle est à ce moment-là votre première réaction? Moi, c'est avant tout une énorme déception parce que à partir du moment où ils annoncent dans un premier temps que l'US Open va être joué, je suis super content. Et je crois que c'est le lendemain qu'on a un peu plus d'informations et qu'ils retirent les qualifs, le tableau junior et le double mixte. Et les qualifs, le tableau junior, le double mixte et donc le tableau fauteuil. Et là, je suis sidéré par l'annonce, en sachant qu'on est dans un contexte en plus où… Déception, colère, c'était les deux? Ouais, surprise, déception. Et d'autant plus que je venais de diffuser un message en saluant justement le retour aux activités et que ça a correspondu, enfin c'est une vraie concordance des temps, tout ce qu'on a pu voir se passer aux États-Unis et dans le monde où on est plutôt en recherche d'inclusion que d'exclusion ou de discrimination ou d'opposition. Donc là, j'étais waouh, incroyable qui, à cette période, prennent le risque d'annoncer ce genre de choix. Et alors, il y a eu quelques heures, quelques jours après, du coup, volte-face de la part de l'USTA, hein, la fédération américaine, qui a remis en place du coup le tournoi de tennis fauteuil. Pour vous qui êtes quand même bien placé, pourquoi ont-ils pris, selon vous, cette décision? Est-ce que c'est une révolte de vous, les joueurs? Est-ce que c'est pour satisfaire une grande partie de l'opinion qui s'en est émue? Est-ce que vous pensez qu'il y a une raison particulière? Oui, ben non, mais clairement, au départ, je voulais comprendre le pourquoi. Et le pourquoi qui a été annoncé était une question de nombre. Donc, évidemment, la colère montait sur cette raison, puisque on joue le tournoi de tennis fauteuil la deuxième semaine de tous les tournois du Grand Chelem. On se retrouve à peu près au stade des quarts de finale du tableau messieurs ou du tableau dames. Et donc, on a 8 joueurs dans les vestiaires pour le tableau messieurs, plus quelques joueurs de double. On est très loin du nombre de joueurs du premier tour. Au bout de 2 jours, de toute façon, le tableau est divisé par 2 et au bout de 4 jours, à nouveau.
Donc, le nombre, c'était assez énigmatique. Alors, la chance que j'ai eue dans l'histoire, et de toute façon, je suis un éternel optimiste, mais c'est d'être un peu dans les petits papiers euh, des organisations, et que la directrice du tournoi fauteuil américaine, qui est une ancienne joueuse professionnelle, m'a tout de suite écrit en me disant « donne-moi 24 heures ». Donc là, je me suis dit, je ne sais pas jusqu'où elle peut aller, mais en tout cas, elle a envie d'étudier la question et de la reconsidérer. Il y a un lobbying qui s'est mis en place, presque. Pardon ? Il y a une sorte de lobbying qui s'est mis en place pour la réintégration du tableau tennis fauteuil. Alors, lobbying, certes, énormément de réactions sur les réseaux sociaux qui venaient de partout, que ce soit des joueurs, des joueuses, de politiques, de publics, de journalistes, mais aussi un paramètre à prendre en considération qui, à mon avis, est important, c'est le fait que Stacey Alister, ancienne directrice de la WTA, et Mike Doss, qui reprend l'USTA, soient nouveaux dans l'équipe. Et du coup, ils nous ont dit par la suite, ils ont présenté platement leurs excuses, combien c'était important pour eux d'avoir un tableau de tennis fauteuil, qu'on était une source d'inspiration. Et je pense qu'ils n'avaient pas pu mesurer. Ils n'avaient jamais appréhendé la dimension tennis fauteuil. C'était nouveau pour eux. Ils ont passé des mois à essayer de traiter l'organisation et comment ils allaient pouvoir organiser, nous faire partir tous en charter depuis le Moyen-Orient pour ensuite être confinés dans un hôtel près de l'aéroport ou près de Flushing. Donc il y a eu un certain nombre de questions d'organisation et évidemment quand il s'agit de faire des coupes, eh bien, comme tout chef d'entreprise, on prend des décisions, on en fait. Et moi, si on m'avait dit c'est juste un problème économique, j'aurais même pas élevé la voix puisque je l'aurais tout à fait compris. Comme ils sont partis sur le nombre, que ça a fait boule de neige, qu'ils étaient nouveaux, qu'ils se sont dit oula, mais mince, en fait, on a fait une grosse bêtise. C'est pas du tout ce qu'on veut, ni comme image, ni comme message au monde entier. On a toujours cherché à être inclusif. Même Katrina Adams, qui est l'ancienne présidente de l'USTA, quand elle commence la conférence de presse sur le cours Arthur Ashe, elle dit combien c'est important pour elle dans cette période de discrimination, d'affaires Black Lives Matter, de faire l'US Open. Et elle mentionne ça, donc tout de suite je me dis, elle va annoncer par la suite qu'elle maintient tous les tableaux. Et donc cet effet de montagne russe qui a été difficile, mais qui a fait que voilà, une nouvelle équipe, du sang neuf, on prend conscience, on fait une bêtise, on corrige. Et là, honnêtement, la rapidité de la réaction a été vraiment excellente. Et je pense aussi que c'est le fait d'avoir Stacey Alister, qui a fait un travail incroyable avec la WTA, avoir l'habitude d'échanger avec les joueurs plutôt que d'être entre organisations. Et nous, comme en plus on n'a pas d'association de joueurs, on a juste un conseil des joueurs au sein de l'ITF, ils ont découvert à la suite de cette annonce il n'y aura pas de US Open, qu'il y avait un conseil des joueurs, qu'il y avait des joueurs qui étaient concernés, qu'il y avait des humains derrière. Et donc là, c'était branle-bas de combat pour modifier la décision. Et ça s'est passé dans un calme absolu, des échanges constructifs. Maintenant, je pense qu'il y a un avant US Open 2020, il y aura un après US Open 2020. Et du coup, vous serez à New York pour cette édition 2020 de l'US. Jean-Michel, un mot avec vous justement sur les conséquences aussi. C'est que sur le tableau principal, il n'y a pas de qualification. Vous qui êtes l'entraîneur d'Eliott Benchetrit, qui n'est pas dans le cut pour rentrer directement dans le tableau final, il a fait trois fois tableau en Grand Chelem l'année dernière. Il lui a manqué Wimbledon. Il avait passé un tour à Roland-Garros en battant Cameron Norrie au premier tour. Quand on sait l'importance, notamment financièrement, que c'est un tableau de qualif en Grand Chelem, et même tennistiquement, pour vous, ça a été un coup dur ou vous vous y attendiez qu'il n'y ait pas de qualification pour pas qu'il y ait trop de joueurs finalement sur le site? Pour être honnête, moi je suis un petit peu en colère après des décisions comme ça parce que pour moi, les tournois du Grand Chelem, ça doit être quelque chose de fair play. C'est-à-dire que c'est les tournois, c'est les choses les plus importantes. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre que à partir du moment où on dit on organise un tournoi, qu'on ne respecte pas les règles. C'est-à-dire que soit tout le monde peut y participer, a une chance de pouvoir gagner des points, défendre des points, gagner de l'argent ou autre, soit pour moi, personne n'a le droit. Bien sûr, il y a un peu de déception et de colère, mais c'est surtout aussi un petit peu ce sentiment en ce moment que on voit avec les exhibitions, on voit avec
les meilleurs joueurs qui continuent à avoir des rentrées d'argent, qui continuent à pouvoir peut-être faire des matchs, même si le format des matchs n'est pas complètement le même, mais ils gardent un rapport à la compétition, ils gardent un rapport que d'autres joueurs, peut-être centième, 110, 120, 130, ne peuvent pas avoir. Donc, et là, avec les annonces de l'US Open, certains y ont droit, d'autres pas. Imagine, tu es 80e mondial, tu es un super joueur, tu n'as pas le droit de jouer. Alors peut-être il va y avoir des choses qui vont compenser quand même, mais c'est quand même le sentiment en ce moment d'avoir un petit peu deux catégories, les top joueurs et un petit peu le reste. Alors, je peux comprendre qu'économiquement, il y ait beaucoup d'enjeux, qu'il peut y avoir beaucoup de retombées pour aussi les joueurs derrière, mais quand même, c'est un peu le sentiment qui ressort. C'est un peu un sentiment d'injustice quand tu es un petit peu derrière, de dire, par exemple, quelqu'un comme Elliott, l'année dernière, il s'est qualifié, il a pris des points. Et cette année, comment il peut les défendre sans pouvoir y participer? C'est une simple question que je pose sur la table. Et ça ne me paraît pas très fair-play si tu perds des points alors que d'autres peuvent continuer à en prendre. Alors, juste pour préciser que pour l'instant, enfin, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que l'ATP et la WTA doivent réfléchir au principe de points. Et il y a un projet qui serait peut-être sur la table, ce serait que les points pour la fin de saison 2020 compteraient uniquement pour la race et qu'à compter de début 2021, le classement technique serait figé au moment de la coupure. Donc, ça veut dire que les joueurs, en gros, ne gagneraient pas d'argent. Il y aurait un déficit en termes d'argent, mais en termes de points, on repartirait sur des bases un petit peu saines. Ce n'est pas encore officiel ce que je dis. Je sais que c'est simplement un scénario qui est envisagé, qui serait peut-être le plus juste compte tenu de la situation qui est exceptionnelle. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous ne travaillez pas pour Mouratoglou. Moi, je ne travaille pas pour l'US Open. Je ne les défends pas. Non, bien sûr, je comprends ça. Mais une fois de plus, j'aime bien connaître les règles avant de pouvoir y participer à quoi que ce soit. Et là, finalement, on essaie d'organiser un tournoi, coûte que coûte. Je comprends la motivation, je comprends les intérêts, mais il faut aussi que pour les joueurs, ils sachent exactement les règles de ce tournoi. Combien de points, qu'est-ce qui va se passer, quels sont les enjeux. Il y a pas mal de joueurs qui hésitent aussi à aller à l'US Open parce que le calendrier, ça se comprend. Il y a l'US Open, il y a les tournois avant, il y a les tournois après. Et de dire, tiens, qu'est-ce qui est possible de faire? Parce qu'on voit quand même des deux tournois du Grand Chelem qui sont assez proches l'un de l'autre. Est-ce que c'est possible de jouer les deux? Est-ce que c'est possible de faire les Masters 1000 avant? Enfin, il y a quand même beaucoup de questions. Et aujourd'hui, alors, c'est de la faute à personne, mais c'est très flou. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, ça change, les règles changent, on le fait, on le fait pas. Et aujourd'hui, je peux comprendre une fois de plus qu'avec ce Covid, c'est compliqué d'anticiper les choses, de faire les choses. Mais moi, je préférerais presque, si ça devient bancal, qu'on dise on fait un US Open, avec un enjeu économique, mais sans enjeu sportif. À part la beauté de gagner, bien sûr, un tournoi. J'ai quand même l'impression que beaucoup de joueurs là se posent la question de est-ce que je vais faire ce tournoi, est-ce que je vais y participer avec les contraintes, avec aussi l'autre tournoi du Grand Chelem qui est peut-être plus en termes de pourcentage, peut-être qu'il y a plus de chances d'avoir lieu dans des conditions un peu plus saines. Voilà, je me pose des questions vraiment sur cette US Open là. Voilà mon sentiment. Bon, voilà pour la partie actu. On va passer maintenant à la partie magazine. Oui, Stéphane, vous voulez conclure? Juste ajouter que c'est la même chose pour l'ITF, à savoir qu'on a décidé de jouer, mais sans connaître les détails non plus de l'attribution des points, et pour des raisons de fair play, d'équité, on ne sait pas non plus si des points seront attribués. Et je rejoins Jean-Michel là sur la possibilité éventuellement de geler le classement, parce qu'il y a aussi la qualif pour les Jeux à venir, Oui. 2021 désormais. Donc pour l'équité, peut-être que ce ne sera qu'un tournoi exhibition. En revanche, sur la partie économique, c'est effectivement dur pour nous de ne pas jouer, mais que ce soit l'US ou Roland-Garros, c'est quand même un soutien de l'économie du tennis pour toute l'année et pour tous les joueurs. Donc je pense que c'est malgré tout, quelle que soit la manière dont on va jouer, important de tenir l'événement. Non ? Moi, je te rejoins complètement, Stéphane. Je pense qu'un tournoi comme Roland-Garros, il permet à beaucoup de clubs, à beaucoup de jeunes en formation, à beaucoup d'entraîneurs, à beaucoup de personnes dans l'économie du tennis qui sont impactés par ça, les marques, la consommation de balles, enfin tout. Il y a énormément d'enjeux et
être patriotique sur un tournoi comme Roland Garros avec tous les enjeux pour nous Français derrière. Et en plus, quand même, je trouve que les annonces, alors, ça a été très critiqué au début, mais les annonces, quand même, c'est les formats traditionnels, c'est-à-dire les tableaux de 128. Voilà, tout le monde a sa chance, il n'y a personne qui est lésé. Là, je trouve que l'US Open, c'est vraiment pas le cas. Et une fois de plus, les tournois du Grand Chelem sont sous la gouvernance de l'ITF aussi. Et l'ITF, c'est quand même le développement du tennis international. Tu ne peux pas dire, moi, ITF, j'organise un tournoi du Grand Chelem avec des partenaires, bien sûr, mais par contre, je défends l'idée de développer le tennis dans toute la planète et faire un tournoi qui n'est pas fair play et qui restreint un certain nombre une certaine élite. Pour moi, c'est vraiment un message qui n'est pas bon de l'ITF. La partie magazine qui est consacrée à nos invités, Stéphane Houdet et Jean-Michel Pécry. Jean-Michel Pécry, vous êtes l'entraîneur d'Elliott Benchetrit et spécialiste de la préparation mentale au tennis. Et Stéphane Houdet, vous êtes joueur de tennis fauteuil et l'un de nos plus grands représentants en ce domaine, représentant français avec plus de 100 tournois remportés et plusieurs médailles paralympiques. Pour commencer justement, Jean-Michel, quel regard est-ce que vous portez sur Stéphane Houdet, sur tous ces joueurs de tennis fauteuil? On en voit, enfin moi c'est le sentiment que j'ai en tant que licencié. Moi je fais plusieurs cours et à chaque fois le cours qui suit, c'est un cours de tennis fauteuil. J'ai l'impression que c'est une discipline qui est de plus en plus marquée et que les joueurs ils sont de plus en plus forts en fait. On a l'impression que ça se développe de plus en plus. Quel est votre regard là-dessus? Alors, je dirais que c'est une discipline que je connais un petit peu moins bien. J'ai déjà regardé des matchs, j'ai déjà vu des tournois. Mais comme le disait Stéphane au début, la plupart du temps, quand je jouais ou quand je m'occupais des joueurs, quand ils arrivaient, j'étais souvent à la maison, j'avais déjà perdu. Donc, c'est souvent, je n'étais pas vraiment en contact avec eux dans les vestiaires pour préparer les matchs, tout ça. Donc, c'est pour ça que je fais je dis ça. Stéphane a complètement raison sur quand commençait leur tournoi. D'une manière générale, je pense que ce sont des sacrés compétiteurs, ça c'est sûr, qui sont capables. Alors compétiteurs, mais aussi, pour avoir déjà assisté à un entraînement de Stéphane au CNE, des personnes qui cherchent à progresser et qui cherchent aussi à faire évoluer leur matériel. J'avais été assez surpris de Stéphane qui m'expliquait qu'il essayait plusieurs c'était à Roland Garros, l'ancien Roland Garros, qui m'expliquait plusieurs qualités de pneus qui pouvaient améliorer les choses. Et j'avais été interpellé par cette recherche de devenir meilleur. Oui, mais c'était finalement le haut niveau, c'est quoi? C'est la recherche de détails, c'est de dire comment je peux faire pour faire mieux. Et finalement, c'est vraiment ça, être un champion. C'est essayer de s'améliorer, c'est essayer de comprendre, c'est tester les choses. Peut-être ça va m'aider, peut-être pas. C'est cette ouverture d'esprit. Et je trouve que le niveau, forcément, il se fait ressentir parce que ce sont devenus aussi des joueurs qui essaient d'aller au plus loin de leurs possibilités, qui essaient d'utiliser tout ce qu'ils peuvent. Et je suis forcément, c'est des super sportifs et des super compétiteurs. On peut que admirer leur courage et puis leur volonté de devenir le meilleur possible. Moi, c'est surtout ça que je peux constater. Maintenant, voilà, je connais pas assez bien tous les joueurs pour pouvoir donner mon avis sur la qualité du jeu. Et je ne connais pas assez bien. J'ai discuté avec un copain à moi qui est entraîneur. Et malheureusement, c'est difficile de pouvoir se représenter les difficultés, la qualité du rebond, les effets, quelle incidence ça a. C'est difficile de pouvoir se le représenter. Mais je suis bien sûr admiratif. Et je trouve que regarder les matchs, moi j'ai regardé les matchs, c'est plutôt vivant, quoi. Les matchs sont engagés, il y a des émotions, ils s'encouragent, ils crient, des fois il y en a qui s'énervent. Enfin, c'est vivant, quoi. C'est pas un truc. C'est vrai compétiteur, quoi. J'aime bien. Stéphane, il y a eu une évolution en plus, et je crois que vous y participez depuis longtemps, évolution du matériel sur les fauteuils. Jean-Michel parlait au niveau des pneus, au niveau de la matière dans laquelle sont fabriqués les fauteuils, de la position que vous avez dans le fauteuil. Je crois qu'avant, vous étiez totalement assis, maintenant la position a changé. Il y a eu
énormément d'évolutions auxquelles vous avez aussi contribué depuis une quinzaine d'années maintenant. En fait, c'est un mélange de tennis et de sport mécanique. Donc, sport mécanique, on essaye de s'approcher des Formule 1, de la réactivité, de la légèreté. Le fauteuil, finalement, ce sont nos jambes. Donc, il faut être rapide sur le court, il faut être tactique. Et c'est sûr que le développement passe par la prépa mentale, qui est vraiment une spécialité pour Jean-Michel, mais aussi la prépa physique et du coup, l'approche du matériel. Et avec les évolutions qu'on vit aujourd'hui, ouais, j'aime bien faire le parallèle avec un Alain Prost qui serait tout le temps en train de se poser des questions de comment améliorer et comment utiliser l'univers des possibles. Alors, il se trouve que moi, en étant vétérinaire, j'ai une petite cloche qui résonne dans la tête toujours autour de la recherche. Et c'est vrai que j'ai eu accès à des domaines de recherche, à des ingénieurs en biomécanique, à des spécialistes des pathologies des membres supérieurs, à des biomécaniciens. Et forcément, j'aime bien me poser des questions. Et si on peut me donner des réponses, eh bien, je suis prêt à être patient, à prendre du temps et puis à faire l'expérience d'être peut-être le moins jeune sur le circuit. C'est vrai que c'est le propre de tout scientifique, hein, finalement, de se poser des questions et d'essayer d'y avoir les réponses. Est-ce que vous avez constaté, on parlait du matériel, est-ce que vous avez constaté une évolution justement claire dans ce matériel? Votre fauteuil d'aujourd'hui, est-ce qu'il ressemble à celui que vous aviez il y a 10, 15 ans? Alors, Lorsque vous avez commencé le tennis fauteuil. Ouais, parce que moi j'ai commencé en 2005 la première fois. Et on commence toujours avec les moyens du bord. Et puis ensuite, comme je suis un ancien joueur debout, j'ai essayé de me rapprocher de la position et des sensations que j'avais en joueur debout. Et du coup, comme vous l'avez dit, hein, au lieu de jouer assis, je joue à genoux. Et là, je suis même en train de préparer, j'ai profité du confinement pour continuer à réfléchir, préparer une deuxième version de ce premier fauteuil, puisque si mon fauteuil est fantastique, il pèse quand même 10 kg et demi, là où le record aujourd'hui est à 6,2 kg, avec un joueur suédois qui a remporté 2 fois Wimbledon en simple. Donc voilà, ça fait partie de mon nouveau cahier des charges, d'être un peu plus haut parce que le service aussi, en étant plus bas sur le fauteuil avec la position que j'ai choisie, eh bien, il est moins performant qu'il n'a été. On joue beaucoup de points, on le sait, de par les statistiques, en seulement 3 ou 4 touches de balle, même s'il y a des échanges et plus particulièrement en double. Donc il faut suivre l'évolution du jeu, du matériel, du professionnalisme de tous. Donc là, je voudrais battre ce record d'avoir un nouveau fauteuil qui ferait plutôt moins de 6,2 kg. Moins de 6 alors. Moins de 6, ouais, moins de 6. Stéphane Houdet, est-ce qu'on gagne correctement sa vie quand on est un champion de tennis fauteuil comme vous, quand on est numéro 1 mondial, quand on gagne beaucoup de tournois? Vous l'avez dit, vous avez été vétérinaire. Est-ce qu'il faut travailler à côté ou est-ce que aujourd'hui on peut vivre de cette discipline? Alors moi, la chance justement, ça a été d'être un libéral, donc j'ai pu mettre mon métier entre parenthèses et me dire j'essaye de devenir un joueur professionnel et puis si j'y arrive pas, je redeviens vrai vétérinaire. J'ai eu plusieurs parties dans mon parcours puisque juste à mes débuts, je travaillais à mi-temps et puis par la suite, j'ai été engagé par le ministère des Armées, ex-ministère de la Défense, pour avoir un poste de consultant, de conseiller sport et handicap et on travaillait à la reconstruction par le sport des blessés. Et puis ça s'est interrompu il y a 2 ans. Entre-temps, j'ai eu un passage où j'ai pu être joueur pro à plein temps. Et puis aujourd'hui, ouais, je continue. Je pense que je gagne mieux ma vie que quand j'étais vétérinaire. Et en même temps, ça reste extrêmement fragile. Et puis plus particulièrement cette année. Sur les dotations, en fait, je pense que c'est un peu le même comparatif que pour les joueurs et les joueuses ATP WTA, avec un ratio qui est différent. C'est-à-dire que si on joue les grands chelems, on va se garantir un minimum. Et le minimum pour nous, avec les dotations aujourd'hui, même si Roland Garros et Wimbledon sont loin en tête puisqu'ils offrent à peu près 2 fois plus que l'US Open et New York, on va dire que répartis en perdant sur les 4 au premier tour en simple et en double, on va avoir une base de 60 000 $ qui va nous permettre de faire le circuit en 15 x 4 à peu près. Sans entourage, sans rien, c'est uniquement pour faire le circuit. Seul. Et ensuite, sur les autres tournois, de toute façon, c'est 3 000 $ au vainqueur, 2 000 $ au vainqueur. Donc,
Quand par exemple l'an passé au Japon, je fais un super tournoi, je perds en finale contre la star de notre sport, Shingo Kuneda, et on gagne le double avec Nicolas Pfeiffer. J'ai un bilan négatif de 700 € entre le vol, l'hôtel, les dépenses sur place, l'inscription au tournoi. Donc on est déficitaire sur ce genre de tournoi la plupart du temps. L'équilibre, on va le trouver comme un chef d'entreprise où on va faire des conférences, avoir des sponsors qui nous soutiennent, pouvoir témoigner de notre histoire et quelques autres joueurs. Alors, ce que je disais, c'est top 100, on va dire, pour gagner sa vie sur l'ATP. Chez nous, il faut être top 7 pour être garanti de faire les tournois du Grand Chelem, puisque ce sont des tableaux où on prend les 7 premiers joueurs du classement et un seul invité. Donc, celui qui est 8e, il n'est même pas sûr d'être pris. Un mot, Jean-Michel, est-ce que, alors même si vous le disiez que votre connaissance du tennis fauteuil n'est pas illimitée, mais est-ce que vous voyez entre tous les deux, entre vous Stéphane et vous Jean-Michel, des passerelles? Est-ce qu'un joueur de tennis fauteuil a, par exemple, autant besoin d'une forme de préparation mentale dont vous êtes, Jean-Michel, un spécialiste, qu'un joueur du circuit, joueur ou joueuse du circuit classique, entre guillemets? Bah, bien sûr, parce qu'un joueur de fauteuil, il va avoir les mêmes émotions sur le terrain. Il va reconnaître, il va être confronté à la même difficulté qu'est la compétition, qu'est la frustration aussi d'arriver, de louper des points, d'être mené. Comment est-ce qu'il va réagir? Il va se poser les mêmes questions à l'intérieur de moi. Finalement, comment je fais pour être bon? Comment je fais pour bien jouer? Euh, j'ai l'impression, et peut-être que je dis une bêtise, peut-être tu peux me couper Stéphane, mais j'ai l'impression qu'il y a une qualité de concentration, notamment pour pouvoir déchiffrer le plus tôt possible où va partir la balle. Donc il y a forcément des stratégies qui sont liées derrière ça, de dire, tiens, comment je fais pour arriver à reconnaître le plus tôt possible ce qui va se passer, parce qu'il y a aussi une contrainte de déplacement qui est plus importante. Et peut-être que si on anticipe d'un côté, peut-être que ça devient faux. Il y a vraiment une justesse de concentration à avoir là-dessus. Il y a comment je me prépare avant le match, comment je me sens. Et tout ça, ce sont des émotions. Comment je réagis à une défaite. Quels objectifs me fixe sur l'année? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour pouvoir déclencher des motivations, pour pouvoir aussi dire, là, je vais aller m'entraîner, je sais que c'est dur, mais si je veux atteindre mes objectifs, voilà ce que j'ai à faire. Bien sûr qu'il y a forcément, et c'est la même chose, je dirais même que même le joueur de tennis loisir est confronté d'un point de vue mental à la même chose que le joueur professionnel qui joue pour Roland Garros. Le 15-4 qui a la balle de match pour gagner contre le 15-2, pour lui, c'est gagner Roland Garros. Il va avoir les mêmes émotions, ça va être très proche. Et comment est-ce qu'il va les gérer? Ça, c'est de la préparation mentale, c'est construire ça. On appelle ça les stratégies de succès. Comment je fais? À quoi je pense quand je suis bon? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je joue bien? Et qu'est-ce qui détruit ça? Et à l'inverse, quand je suis pas bon, qu'est-ce qui se passe en moi? Et toutes ces connaissances-là de soi, bien sûr, c'est la même chose. Je pense, Stéphane, peut-être que je dis une bêtise, mais qu'est-ce que tu en penses? Vous y êtes sensible, vous, du coup, Stéphane, à la préparation mentale aussi? Oui, complètement. Jean-Michel ne dit pas de bêtises et j'ai même envie de dire que ça dépasse complètement, il n'y a pas de différence, ça dépasse complètement le cadre du sport. Et je pense aujourd'hui à un étudiant qui va passer son bac, à un élève au permis de conduire, un chef d'entreprise, un artiste. En fait, n'importe qui est confronté à ses émotions, et avoir des outils de gestion de ses émotions dans la vie, avec son amoureuse, avec sa femme, avec son ami. Quand on prépare une émission de tennis ou autre, quand on fait un podcast, c'est important. Et de toute façon, c'est ce qui va nous animer et c'est ce qui va faire qu'à la fin, on va interagir ou pas. Donc, oui, pas de différence. Et sur l'histoire de l'anticipation, oui, c'est vrai que comme on a une problématique de déplacement, on a tout intérêt à anticiper et parfois à faire des paris. Mais je suis sûr que Jean-Michel, il n'a rien à m'envier sur le sujet, tout comme Roger, Rafa ne se disent pas, tiens, Stéphane, il est plus rapide que moi en anticipation. Donc, j'aime bien le côté différence. Alors, et justement, Stéphane, est-ce que vous avez des rapports sur le circuit quand vous disputez les grands chelems, parce que ce sont les tournois auxquels vous participez avec les joueurs valides? Est-ce que vous avez des rapports avec, je ne sais pas, avec des joueurs français ou avec d'autres gens, d'autres joueurs du circuit qui vous reconnaissent, qui échangent avec vous, qui s'intéressent à votre discipline? Oui, tout à fait. Hein. Ça fait maintenant peut-être
une douzaine d'années qu'on partage les vestiaires de tous les grands chelems. Donc, j'ai encore des anecdotes, mais on a plein de petites surprises incroyables de joueurs qui se préparent à jouer un quart, une demi, voire la finale, et qui gardent un petit mot, et tous les noms et toutes les nationalités. Ouais. J'ai des échanges mémorables en tête, pardon, avec Roger, qui est resté avec moi à la BN Amro pendant 1 heure. Il était un peu plus tranquille, hein, mais c'était une avant-veille de finale. Je suis souvent avec Jérémy Chardy, avec les Français, avec Richard, avec Rafa, qui, quand il revient de blessure à l'Australian Open, me tape sur l'épaule et il me dit « Ah, je suis trop content de te retrouver », alors que je dis « Mais c'est moi qui suis trop content de te revoir ». Et voilà, et l'entourage de Novak aime beaucoup ma femme, donc à chaque fois on a des échanges et des petits mots. C'est bien aussi de voir l'envers du décor. Et les vestiaires sont le lieu d'expression certainement de tous ces joueurs, la partie réelle. Donc, vous ressentez beaucoup de bienveillance et limite être traité d'égal à égal finalement avec eux. Ils ne vous font pas ressentir le handicap et votre discipline. Alors, le handicap, c'est sûr que non, parce que je pense qu'en communication, c'est une question d'effet miroir. C'est-à-dire que si on a envie de faire l'handicapé, on va renvoyer une image d'handicapé. Si on n'a pas du tout envie, comme c'est mon cas, où je considère que le matin, une fois que j'ai mis ma prothèse, je suis adapté, et puis hop, c'est parti, et on joue au tennis. Après, il faut quand même rester à sa place. On est sans commune mesure avec les grands noms que je viens de citer, et en permanence, ils sont sollicités, que ce soit par la presse, le public, même des joueurs qui veulent un selfie, qui veulent un autographe, qui veulent un quoi que ce soit. Donc, ils sont, a fortiori, en plus, en fin de tournoi, un peu dans leur bulle et obligés de rester plus fermés qu'ils ne le seraient certainement dans la vie. Et ce sont bien souvent les entourages qui guident ça. Mais c'est sûr que dans le vestiaire, c'est un espace privilégié où il peut se passer des trucs. Ouais. Dernière partie. Oui, pardon, allez-y, Stéphane. On est côte à côte. Moi, l'an passé, je prépare ma finale de l'US Open, je suis avec Rafa. C'est le casier d'à côté. Voilà, les sacs sont ouverts. On est ensemble. Moi, quand je prépare la finale de mon tournoi, c'est Rafa, c'est le jardinier qui est à côté. Oui, mais ce qui est très bien justement, c'est que Rafa, il a cette aptitude à ne pas faire de différence entre les êtres humains. Et qu'on soit jardinier, portier, chauffeur, arbitre ou Roger Federer, il a la même considération pour tout le monde. Et c'est ce que disait Jean-Michel aussi sur la partie le 15-4, tout autant que le -2, le -15 ou le numéro 1 mondial. À la fin, il faut qu'il gère ses émotions. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage avec tous les êtres humains. Donc, restons à nos places. C'est vrai qu'il y a beaucoup de salariés de Roland-Garros qui le disent. Hein. Ce que vous dites, c'est que Rafael Nadal a vraiment ce côté très humain. Le temps avance très vite. Il y avait un dernier thème que je voulais aborder avec vous, Jean-Michel. Vous êtes le coach d'Elliott Benchetrit et on l'a dit, spécialiste aussi de la préparation mentale. Déjà, votre joueur a participé à l'UTS le week-end dernier à Biot, dans l'académie enfin, Sofia Antipolis, pour être précis, dans l'académie de Patrick Mouratoglou. Le coaching et la préparation mentale sont un petit peu au cœur de cette nouvelle compétition. Comment vous l'avez vécu et comment Elliott Benchetrit l'a ressenti? Alors, c'est un format qui est assez stressant, hein, parce que les joueurs, ils arrivent, ils commencent tout de suite, il y a beaucoup de bruit, il y a des cartes en jeu. Ça sort du schéma traditionnel. Et puis, la plupart des joueurs sont un peu en manque de compétition. Ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas joué. Ils arrivent, ils ont un peu moins de repères que d'habitude. Le format est un peu différent. Il y a ce côté tactique aussi de comment utiliser ces cartes. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Il y a une nouvelle stratégie qui est liée à l'utilisation de ces cartes. À quel moment? Il y a aussi le coaching que l'on peut utiliser. Et ce coaching, on peut le faire pour un joueur ou contre un joueur. C'est-à-dire que tu peux choisir, c'est aussi de la stratégie, d'aider ton joueur, ou tu peux aussi faire attendre un joueur en lui disant ça va être à ton tour de servir, je vais te faire attendre 1 minute avant de servir. Alors, c'est un point important. Donc, il y a pas mal de gestion de stress. On peut appeler ça gestion de stress. Et je trouvais ça vraiment intéressant mentalement, ces matchs. Les discussions qu'on a eues avec Elliott, ça ne représente pas un match officiel avec l'intensité d'un set physiquement. En revanche, d'un point de vue émotionnel, c'est hyper intéressant parce que chaque point
a une incidence énorme. Et franchement, quand j'ai vu le format, je me suis dit, bon, ça ne va pas être très fatigant, ça va être assez facile à jouer. Et finalement, les joueurs terminent assez épuisés. Ça prouve qu'il y a beaucoup de stress qui est lié à cette gestion. En plus, tu sais, quand tu termines un carton, tu parles avec les gens, tu expliques ce qui s'est passé, ils te posent des questions. Donc finalement, c'est vachement dur. Tu es obligé de switcher. Je suis en train de jouer, là je discute avec quelqu'un, là il y a mon coach, l'autre il utilise une carte. Et donc à chaque fois, ça te demande un effort de préparation, de se remettre bien. Attends, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je me remets bien avec mes émotions, j'ai de nouveau à gérer ça. Et c'est très, très intéressant. J'étais honnêtement un petit peu pas sceptique, mais quand c'est arrivé, tu ne sais pas trop exactement à quoi ça va ressembler. Et finalement, c'est pas mal. C'est honnêtement, moi, je l'ai vécu en tant que coach. Je l'ai vécu aussi en disant, tiens, comment préparer ça mentalement avec mon joueur, comment l'utiliser pour fixer les objectifs de comportement, tiens, en quoi ça peut l'aider. Ça a été différent justement, la préparation d'un match UTS et d'un match classique dans l'approche mentale a été différente avec Elliott Benchetrit? Bah, forcément, parce que des fois, tu peux utiliser un plan d'usure pour l'autre. À force de répéter ça dans le temps, ça va être de plus en plus dur pour l'autre, physiquement et mentalement. Et là c'est que des sprints. Donc, c'est forcément différent. Et c'est de dire comment je fais pour tout de suite arriver et au bout d'une seconde être prêt tout de suite à jouer. C'est assez monstrueux parce que tu arrives, il n'y a pas d'échauffement, tu sers tout de suite. Donc, forcément, il faut se préparer à ça, il faut maîtriser tout de suite. Oui, il faut être prêt. Donc, comment tu fais? Donc, ça a été assez intéressant. Et puis aussi de dire, dans les moments où tu es un peu moins bien, comment tu fais? Tu utilises le temps, parce que là, on joue au temps. Tu n'es pas obligé de gagner le dernier point. Moi, ce qui est difficile au tennis, c'est j'ai une balle de match à jouer, c'est le moment où je suis peut-être le plus tendu, et il faut que j'arrive à m'engager. Il faut que j'arrive à m'engager pour arriver à être performant sur le dernier point. Quand tu joues avec le temps, finalement, j'ai 4 points d'avance, il reste 1 minute. Bah, j'attends que le temps termine la partie. Tu vois, on peut dire des fois au foot, bon, il reste 5 minutes, tu as 2 buts, tout le monde derrière. Au tennis, c'est pas ça. Pardon? La remontada. Oui, ouais. Mais oui, ça a été plutôt intéressant, je trouve, pour les joueurs. Et une fois de plus, on peut remarquer, moi, c'est une chose que j'ai remarqué, je trouve que le niveau de jeu de ces UTS, le niveau minimum, il est plutôt au rendez-vous. Les mecs, ils jouent bien. J'arrive à bien gérer, on voit des bons points, on voit quand même, c'est pas mal ce qui se passe, je trouve. Dernière question avant le quiz, puisque le temps avance. Vous qui êtes Jean-Michel Pécry, spécialiste aussi donc, de la préparation mentale, on le disait, il y a un petit peu une image d'Épinal qui dit que les joueurs français aujourd'hui, justement, en termes de mental, ne sont pas préparés. Est-ce que c'est une idée à laquelle il faut tordre le cou? Est-ce qu'on est mieux armé qu'ailleurs, moins bien, au même niveau? Voilà, quel est votre regard sur cette image d'Épinal qui existe aujourd'hui dans le tennis français? Bon, déjà, la première chose, c'est qu'on a eu une génération de joueurs qui jouent encore, qui a été remarquable, et c'est des grands champions, Gaël Monfils, Joe Tsonga, Richard Gasquet, Gilles Simon, c'est des bons. Les gars, ça fait des années qu'ils gagnent des matchs, ils sont au sommet, donc on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas bons mentalement. Ils ont eu en face d'eux des joueurs extrêmement qui ont battu tous les records de l'ère du tennis. Donc, bon, c'est difficile ce que je vais te dire, mais ils étaient simplement un peu meilleurs les autres, pas que mentalement. Maintenant, c'est ce qu'expliquait Richard Gasquet dans un très bon podcast avec Arnaud Clément sur Eurosport, pour les citer. Maintenant, peut-être la différence, parce que j'ai travaillé avec des joueurs russes, j'ai travaillé avec des joueurs qui venaient d'autres nationalités. Et ce qu'on peut le remarquer, c'est que en France, souvent, alors ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais les joueurs n'investissent pas sur eux. Ils sont détectés assez tôt, ils sont pris par une fédération, ils sont pris par des ligues, ils sont pris dans un système de formation, et finalement, ils se font un petit peu driver par un coach. Ça, je pense que c'est bien pour toi, fais plutôt ci, équipe-toi d'un préparateur physique, mais ils ne choisissent pas forcément, ils ne réfléchissent pas vraiment à comment faire pour faire évoluer leurs résultats. Ils font un peu confiance. Et souvent, les joueurs étrangers ont l'habitude de construire autour d'eux une équipe. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, Djoko, il a une équipe incroyable autour de lui. Quand on voit Nadal, il y a une équipe incroyable. Et en France, on a souvent un joueur avec un entraîneur. Alors, ça s'améliore, bien sûr. Mais je dirais que s'il y a peut-être une petite différence à faire, je trouve, c'est peut-être sur de plus en plus, c'est quelque chose que je remarque, les joueurs sont équipés d'un entraîneur tennis, d'un préparateur physique, d'un masseur,
et d'un préparateur mental. Et c'est vrai que les Français, un petit peu moins, ils ont un peu moins de monde autour de eux. Alors, je ne sais pas si ils investissent un peu moins dans leur équipe, c'est peut-être aussi une démarche. Maintenant, en France, dans la formation aussi du joueur de tennis, la préparation mentale n'a pas forcément beaucoup d'espace. C'est-à-dire que moi, je peux en témoigner, j'ai été formé par la fédération quand j'étais plus jeune. On ne parlait pas de préparation mentale, ça n'existait pas. On disait soit un guerrier sur le terrain, et puis c'était ça, parler de mental. Et finalement, aujourd'hui, une fois de plus, c'est un constat que je fais. La fédération a commencé à réfléchir à tiens, comment faire pour former nos joueurs à la préparation mentale. Mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas hyper présente dans les entraînements. Pour moi, aujourd'hui, un entraînement, il doit avoir tous les entraînements, ils doivent avoir un objectif de comportement, un objectif d'améliorer une qualité de concentration, un objectif bien sûr d'utiliser des stratégies de succès. Ils doivent passer du temps à réfléchir à qu'est-ce qu'ils veulent faire, à quoi ça sert cet exercice. Et ça, en France, on a un peu moins l'habitude, on tape des balles, mais des fois, pour faire quoi? Qu'est-ce qui est caché derrière? Et je trouve que peut-être on peut voir une petite différence de ce côté-là. Donc la France rattrape son retard en fait. Elle avait du retard, elle est en train de parce courir que, après, pour résumer. Oui, parce que de plus en plus, il y a des gens comme moi qui font ce métier-là et qui ont de plus en plus, qui travaillent de plus en plus avec des joueurs. Et donc, bien sûr, les joueurs français s'équipent de préparateurs mentaux, mais d'une manière générale, la vie du joueur de tennis, elle est de plus en plus, tout à l'heure on parlait avec Stéphane, de rechercher, d'essayer de s'améliorer, de rechercher à aller un petit peu plus loin. Et je pense que aujourd'hui, joueur de tennis, la technique pour faire un coup droit, un revers, ok, ça fait des années qu'on y réfléchit, qu'on la maîtrise. Il y a eu les préparateurs physiques qui sont devenus presque des scientifiques parce que c'est des analyses, c'est beaucoup de choses. Et je pense que l'étape d'après, c'est comment gagner aussi sur mieux penser, être capable d'être encore mieux concentré, être capable de commencer le match mentalement avec les meilleures dispositions possibles. Et forcément, il y a des places à prendre et le joueur doivent y réfléchir à ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai testé sur moi et c'est pour ça que je fais ce métier-là. Quand j'étais joueur de tennis, je me disais, mais pourquoi un mec, lui, est 50e mondial et pourquoi moi, je ne réussis pas? Je m'entraîne aussi dur que lui. Mes coups, ils sont peut-être un peu meilleurs, mais pas beaucoup plus. Par contre, en termes de comportement, ils faisaient des choses que je n'arrivais pas à faire. Et ça, finalement, c'est des techniques d'entraînement. C'est comment faire pour progresser mentalement. Qu'est-ce que j'ai à faire? Par exemple, tu sais, souvent, quand je commence à bosser avec les joueurs, je leur dis comment tu fais pour te concentrer? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais ça? Et souvent, ils te disent je ne sais pas comment je fais pour me concentrer. Alors, ce n'est pas très dur, tu vois, mais au bout de 6 mois de travail, ils te disent ok, aujourd'hui, je vais travailler ma concentration. Aujourd'hui, je vais travailler le fait d'utiliser mes routines correctement. Et ça, tu vois, regarde, hier, j'ai rencontré un joueur, il me dit j'ai un problème au service. On est allé bosser et je lui ai montré comment se concentrer, comment utiliser une routine. Au bout d'un quart d'heure, le mec, il me dit j'ai mal à la tête. Je suis crevé, j'arrive plus à me concentrer. Je lui dis si tu t'entraînes pas à ça, comment tu veux tenir 2 sets? C'est impossible. Et là, on parle de préparation mentale, mais on parle aussi d'améliorer une qualité d'entraînement. Parce que si tu n'es pas capable de faire ça à l'entraînement, comment tu veux être capable encore de servir correctement quand il y aura un maximum d'enjeux, un maximum de stress pendant le match? Donc, je pense que les Français, ils ont un petit peu aussi un rapport à la préparation mentale comme j'ai pas envie de m'allonger sur un divan et j'ai pas envie de ça. Et je pense qu'il faut aussi un peu casser sur qu'est-ce que c'est la préparation mentale. Je pense qu'il faut rendre les choses un peu plus concrètes. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire avec les joueurs et les sportifs dont je m'occupe, c'est de rendre les choses concrètes pour qu'ils puissent avoir des outils, des choses dans les moments importants. Voilà, je sais ce que j'ai à faire mentalement. Et ça, c'est vraiment très important, je pense. Le quiz avec notre partenaire tennispro.fr. Il y a 2 lots à gagner puisqu'il n'y a pas de perdant. Il y a quand même un gagnant, un pack aide avec 2 cordages, une casquette et un pack Lacoste pour le perdant, une gourde, un porte-clés, le tout, je le disais, offert par notre partenaire Tennis Pro. Je sais que c'est le moment où vous tremblez un petit peu, vous vous demandez quelle va être la question, à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que je vais avoir au moins une réponse, une bonne réponse pour ne pas passer pour un grand perdant et pour un inculte du tennis?
Vous inquiétez pas, je suis sûr que non. La question, le principe va être assez simple. Je vais vous poser la question. Il y a une vingtaine de réponses environ. Vous allez répondre chacun votre tour. J'ai décidé que ce serait Stéphane qui commencerait. Ne me demandez pas pourquoi. C'est Maître Larnac qui s'est occupé du tirage au sort. La question est la suivante. Il faut me citer un joueur ou une joueuse, donc homme ou femme, à avoir remporté son premier grand chelem avant 20 ans. Michael Chang. Michael Chang est évidemment une bonne réponse. Je dirais Rafael Nadal. Rafael Nadal, 19 ans pour son premier Roland-Garros. Ouais. Boris Becker. Oh, bravo. Boris Becker gagne son premier grand chelem à 19 ans. Je vais aller 18, du il avait côté- 18 ans, pardon. 18 ans, Boris Becker. Je vais aller du côté des filles. Steffi Graf. Steffi Graf est évidemment une bonne réponse. 18 ans également. Martina Steffi Hingis. Graf. Martina Ah ouais, Hingis, bravo. bah oui, évidemment. C'est la plus jeune, Martina Hingis. 17 ans. Alors, je suis un peu moins sûr de moi, mais je dirais Serena Williams. Serena Williams, bien sûr, elle gagne son premier grand chelem à 18 ans. Ah, bah tu vois, j'avais un peu de marge. Ouais, Ouais, il y avait de la marge. ouais, je pensais, j'ai été un peu hésitant, là, ça devient un petit peu plus chaud là. Osaka. Stéphane, t'es encore serein, toi? Osaka. Alors, Naomi Osaka. Je ne crois pas l'avoir dans ma Ah, liste, t'as pris un gros risque là. cher ami. J'en suis désolé. Jean-Michel, vous aviez encore une. Puisque j'aurais dit un John McEnroe, tiens. Eh bien, John McEnroe, 20 ans. Ah, tu vois? 20 ans. Il vous restait Pete Sampras, Ah ouais. Björn Borg, Et Stéphane Edberg? Stefan Edberg. Je peux me tromper, mais je ne l'ai pas dans la liste. Alfie Hewitt. Il a. Ah si, pardon, Stefan Edberg, il y était. Il était 19 ans. Alfie Hewitt. Alfie Hewitt, je crois que c'était bon. Je Élise vérifie. Fauteuil. Je vérifie en même temps. Ouais, c'était bon. Il vous restait également, il y avait Stefan Edberg, il y avait Mats Wilander qui avait gagné son premier grand chelem à 18 ans. Et puis chez les femmes, il vous manquait Monica Seles, il y avait Margaret Court, Maria Sharapova et Arantxa Sanchez Vicario. Voilà pour les bonnes réponses. C'est donc la team Jean-Michel qui s'est imposée. Dans ce quiz. Vous avez été tous les deux de très bons participants et surtout de très bons intervenants. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Grand merci à vous, Stéphane. On vous souhaite plein de bonnes choses. La reprise, évidemment, l'US Open au mois de septembre, on vous suivra et on suivra cela notamment sur Eurosport, qui est le diffuseur français. Oui, Stéphane. Comme je l'avais dit, je vais rajouter une serviette d'un tournoi du Grand Chelem dans les lots. Ah. Mais je ne m'occupe pas du transport. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère. Je suis très mauvais pour les carreaux. On va s'en occuper. On va s'occuper de tout ça. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Jean-Michel Pécré également, préparateur mental, coach d'Eliane Belchetrit. Comme je vous le disais, on fera une émission entière consacrée à la préparation mentale, qui est un vrai sujet de fond. Et on vous invitera évidemment. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous deux d'avoir participé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous surtout. À très bientôt.